arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft... Tout le monde connaît maintenant, je pense, et ils sont au centre de toutes les attentions, je dirais même de toutes les pressions. Au-delà du sujet du jour, on parle beaucoup des GAFAM parce qu'ils deviennent très très gros. Aux États-Unis, on parle beaucoup. La droite leur tape dessus, la gauche aussi leur tape dessus. Mais voilà, mais le sujet du jour, c'est pas tous les GAFAM, c'est pas toutes les questions sur les GAFAM, c'est une question. Est-ce que ces derniers temps, avec notamment la fermeture du compte Twitter de l'ex-président Donald Trump, est-ce qu'on peut parler de censure orchestrée par l'un ou l'autre des GAFAM? C'est le sujet. Alors pourquoi c'est un sujet qui peut être important? Parce que vous et moi, nous pourrions être tentés de sauter à pieds joints en disant « c'est un scandale, c'est censuré », ou au contraire en disant « il devrait être beaucoup plus régulé » et effectivement, moi je suis très content. Voilà, donc on peut être tenté d'être de l'un ou l'autre de ces positions et l'objectif de cette émission, c'est de vérifier dans quelle mesure nous avons raison d'associer éventuellement le terme de censure à un ou l'autre de ces GAFAM. Et ça sera mon premier tour de table. Rapidement, quand vous avez découvert, j'ai toujours autant de mal avec ce masque, quand vous avez découvert, il y en a un qui ricane, quand vous avez découvert l'intitulé du thème, GAFAM, peut-on parler de censure? Ça vous a paru naturel, cette association, au contraire, totalement décalée? Voilà, c'est parti pour un premier tour de table. Marc. Alors, je vais juste reprendre le début de ton introduction qui me paraît important. Oui, Facebook, Instagram, etc., on connaît. Et en fait, la question, c'est que je me pose la question, est-ce qu'on connaît vraiment? Qu'est-ce qui se cache? Comment ça fonctionne derrière? Et ça m'amène à dire, censure ou pas. En l'occurrence, là, c'est Twitter qui a posé un acte. La censure, c'est aussi la réalité du cadre juridique dans lequel on peut poser une interdiction. Marc, donc je vois Anita qui dodeline de la tête, ça a l'air d'être un bon signe. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe, mais oui, ce titre, pour moi, m'a semblé en fait refléter mes questions profondes du moment. Avec effectivement la question de la censure qui normalement relève d'une prérogative, on va dire, d'État ou de directive publique. Et où, effectivement, j'ai eu ce type d'interrogation. Et donc, j'étais contente que ce titre soit donné parce que ça reflétait une question que j'avais, effectivement. Je suis ravi que le titre t'interpelle. Oui, ça laisse se poser la question de la vraie définition de la censure aussi. Okay. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'oppose ce mot-là au mot que je pense est peut-être plus approprié à la situation qui s'est présentée. C'est cette notion de curation, de modération. C'est-à-dire, c'est un mot anglais, alors oui, c'est un anglicisme, mais qui est très utilisé, qui a un sens assez particulier. Et en l'occurrence, a posteriori, si je comprends bien. C'est-à-dire, c'est du contrôle a posteriori. C'est-à-dire, une fois que le contenu est posé, oui, c'est un contrôle après, pas en amont, quoi. C'est simplement, en fait, le souci de créer une sorte d'écosystème dans lequel il y a un droit de regard quand même sur ce qui est mis en raison de certains nombres de principes, mais qui sont énoncés à l'avance et qui sont ensuite appliqués pour trouver un équilibre dont on peut discuter. Et je pense qu'on parlera du coup de leurs règles générales d'utilisation, vous savez, les fameuses CGU, conditions générales d'utilisation, qui sont brandies, bien sûr, par les différents GAFAM pour expliquer pourquoi il y a des comptes qui sautent. Et enfin, Thierry, pour ce tour de table initial, et après on te redonnera la parole d'ailleurs. Ouais, c'est un peu un mix des deux derniers avis. Aussi sur la question de la définition, je trouve que c'est bien, on utilise ce mot, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et aussi, ce mot utilisé, il peut paraître fort, mais je trouve que justement, ça permet de poser la question et justement de mettre les pieds dans le plat un peu. Les pieds dans le plat, et bien justement, c'est avec toi Thierry que nous allons te rejoindre. Alors je ne sais pas si c'est une mare. En tout cas, les faits et contexte aujourd'hui, c'est Thierry qui les pose sur la table. Alors, les faits remontent au 8 janvier 2021, 2 jours après l'invasion spectaculaire du Capitole par des militants pro-Trump. Le jour de la certification des résultats de l'élection américaine, Twitter annonce avoir fermé le compte de Donald Trump pour avoir tweeté des propos le jour de l'insurrection qui, je cite le patron de ce réseau social, pouvaient inciter à la violence. Une décision forte qui a fait et qui fera encore couler beaucoup d'encre. Dans le même temps, Facebook et Instagram suspendent le compte du désormais ex-président des États-Unis. YouTube leur emboîte le pas également. Le point commun de ces acteurs du web, c'est qu'ils font partie de ces
géants du web, aussi appelés GAFAM, on vient d'en parler, et c'est là notre sujet du jour. Ces faits s'inscrivent dans un contexte pour le moins dense et complexe. Voilà 4 ans que Donald Trump utilise le réseau Twitter comme principal moyen d'expression. Donald Trump était l'une des 5 personnalités les plus suivies du monde, avec pas moins de 88 776 000 followers au Twitter. C'est difficile à dire comme chiffre. Des tweets avaient déjà fait l'objet de suppression par la célèbre marque à l'oiseau, et cette dernière avait énoncé des mises en garde avant le coup fatal. Mais le contexte est plus global. Nombre de comptes sont supprimés chaque jour sur ces différents réseaux pour des raisons diverses et variées. Quelle place pour ces géants du web dans la liberté d'expression, d'opinion? Quel rôle et pouvoir par rapport aux États, à l'idée même peut-être de démocratie? Toutes ces questions étaient déjà présentes mais n'ont cessé d'enfler depuis. Aussi, pour prendre un contexte encore plus global, justement ce contexte est globalisé et les règles peuvent paraître floues parfois. Aux États-Unis, par exemple, il faut bien comprendre que ces plateformes de médias sociaux, ce qu'on appelle des hébergeurs de contenu, sont sans responsabilité si ce n'est celle de notification et retrait et ne dépendent pas notamment du premier amendement qui interdit les restrictions sur la liberté d'expression notamment. En tant que société commerciale, elles déterminent leurs propres conditions d'utilisation. Nous y reviendrons plus tard. En Europe, les médias sociaux sont assimilés à l'audiovisuel et ce sont les autorités des États membres, par exemple le fameux CSA en France, qui régissent entre guillemets les plateformes par des directives. Et pour prendre encore un peu plus de hauteur sur le contexte, le 7 février sur France Inter, Barack Obama, prédécesseur de Trump dans l'émission Boomerang, dressait à sa façon un historique du pouvoir des mots du gouvernement américain qui était passé des causeries au coin du feu de Roosevelt, où tout le monde écoutait la même radio, où il y avait 3 chaînes de télé qui respectaient toutes certaines règles sur ce qui est vrai et faux, à des milliers de plateformes, tout Internet, des réseaux sociaux où il n'y a plus de règles, justement sur ce vrai et faux. Mais la décision, la censure, diraient certains, laisse perplexe, à commencer par le patron de Twitter lui-même, Jack Dorsey, qui estime que la décision de bannir Donald Trump était la bonne, mais constitue néanmoins un échec et établit un précédent qui lui semble dangereux par rapport au pouvoir détenu par les grandes entreprises. Des personnalités publiques, politiques, se sont exprimées comme Angela Merkel, qui a qualifié cette éviction de problématique. Le commissaire européen Thierry Breton a exprimé la perplexité après une décision sans contrôle légitime et démocratique pour lui des réseaux sociaux. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a de son côté estimé que la régulation des géants du numérique ne peut se faire par l'oligarchie numérique elle-même. Transition toute trouvée sur notre débat du jour, entre liberté d'expression, moyens suffisamment efficaces pour gérer des contenus, question de gouvernance mondialisée des géants du web. Au final, les GAFAM, est-ce qu'on peut parler de censure ? Merci Thierry. On commence par compléter le cas échéant des faits, des éléments de contexte pour que notre audience puisse savoir tout sur la table avant qu'on débatte éventuellement d'opinions ou de risques. Y a-t-il des choses à rajouter, David ? Oui, il y avait dans les choses qu'on a analysées là avant de venir, il y avait des références à un Decency Act qui était un petit peu le cheval de bataille à un moment donné des juristes américains, des sénateurs, pour essayer de réguler ce qu'il y avait sur Internet, en particulier concernant la pornographie. Pornographie au sens très large pour les Américains, ça compte pour la nudité, accessible aux enfants ou pas. Ouais. Et donc il y avait eu pas mal de débats là-dessus et de savoir est-ce que les hébergeurs, enfin les fournisseurs de services du genre Facebook et tout ça étaient responsables de ce qui pouvait être diffusé, ou est-ce que finalement, c'est pas eux qui devaient être... Donc plutôt ça a plutôt tranché dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas responsables. Et donc finalement, s'il y avait une image indécente sur leur réseau, ce n'est pas eux qui étaient à mettre en cause, mais la personne qui l'avait déposée. Voilà, donc il y avait toute cette discussion-là, mais c'est souvent revenu en arrière. Il y a eu parce qu'en fait, il y a eu des choses un peu strictes, et puis il y a eu des manifestations, des remontées pour dire que ça menace la liberté. Donc il y a eu des retours en arrière. Voilà, bon, ils ont trouvé un ajustement. Il y a une sorte d'auto-modération sur les questions de nudité, par exemple sur Facebook, YouTube et tout ça. Voilà, ça fonctionne. Après, tout le reste qui s'appelle la violence, ça pour les Américains, c'est beaucoup moins grave que de voir un téton sur une photo. Donc ça, les gens qui se font tuer, les appels au meurtre, ça c'est beaucoup moins gênant. Donc, voilà. David, j'aimerais rajouter qu'il y a eu aussi 70 000 comptes de personnes liées à la mouvance Canon aux États-Unis qui ont été fermés, pour compléter. Au-delà de la fermeture des comptes de Donald Trump, je crois qu'il a récupéré son compte YouTube, il me semble.
C'était temporaire, il est réactivé. Temporaire, J'y suis allé, il est opérationnel. Oui. Anita. Rajoutant que même le compte officiel du président des États-Unis, donc le compte POTUS, President of the United States, a été également clôturé. Suspendu. Oui, merci pour le choix des mots, tout à fait. Donc, à rajouter d'autres éléments de fait, de contexte. Oui, moi, j'ajouterais 2-3 petits éléments. Le premier, c'est qu'on est quand même dans une réalité au niveau législatif et juridique très américain. C'est-à-dire que l'ensemble de ces GAFAM répondent à la législation américaine et que souvent, pour nous, en Europe, on est un peu désorientés. Et les tentatives de l'Europe de réguler le fonctionnement, se heurte à la réalité de la loi américaine. Et tu posais vraiment, merci Thierry, parce que tu as posé, je crois, tous les bons éléments. C'est de se dire, c'est responsabilité éditoriale ou pas. En l'occurrence, aujourd'hui, ces GAFAM ne sont pas des éditeurs. Hébergeurs, et éditeurs. Donc, ils ne sont pas liés à la responsabilité éditoriale, ou au moins, c'est ce qu'ils mettent en avant. L'autre petit point, pour ne pas être trop long, que je voulais, moi, ce qui m'a amusé d'une certaine manière, c'est l'attitude de Trump. Trump n'a cessé de gouverner à travers Twitter. Ses expressions, ses choix politiques, ses orientations étaient émises à partir de Twitter. En même temps, c'est sous son mandat que le pouvoir a commencé à essayer de tenter, le pouvoir américain, de tenter de réguler le fonctionnement de ces GAFAM. Et le dernier ressort, c'est l'effet boomerang. Trump utilise Twitter avant tout et se fait, par Twitter, interdire le droit d'expression. Et en cela, je dirais que c'était plus de l'autocensure, peut-on parler comme cela. Mais en l'occurrence, c'est l'hébergeur lui-même qui a dit « ce client-là, je n'ai plus envie de l'avoir au sein de ma société ». Il y a eu d'autres fermetures aussi en France récemment. Il y a un sénateur, c'était le 22 décembre, qui s'appelle Sébastien Meurant, qui a vu son compte Twitter bloqué pour discrimination. Donc ça doit faire partie de leurs conditions générales d'utilisation, pas de poste lié à la discrimination. Et du coup, il a porté plainte et il a obtenu réparation le 28 janvier. Et sans explication, Twitter France, du coup, a remis en route son compte Twitter. Voilà, c'était juste pour rajouter qu'il y a bien sûr des gens célèbres, mais il y a, comme tu le disais, des fermetures. Oui, voilà. En même temps, si on voulait avoir sur ces choix-là une analyse politique, c'est bien compliqué. Parce qu'on ferme certains comptes. On se dit pourquoi ? Ah oui, c'est une lutte contre l'extrême droite. Et on en maintient dans les mêmes obédiences de manière très très forte. Donc là aussi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait, si ce n'est par rapport à la campagne électorale américaine, qu'il y ait véritablement des choix politiques derrière, mais peut-être des choix de stratégie. Alors on verra le côté éventuel du 2 poids, 2 mesures, que c'est une question clé qui se pose par la question de la censure. En l'occurrence, Sébastien Meurant, c'est un LR, donc les Républicains, et il a posté une photo d'une femme en burqa, en fait, qui se baladait dans la rue en disant, voilà, ça il ne respecte pas la loi, voilà, donc c'est la photo qui a déclenché la décision, et du coup, décision de justice. Est-ce qu'il y a d'autres choses à utiliser ? Il y a le réseau social Parler en français, je ne sais pas comment on prononce, qui était, je crois, hébergé par Amazon, qui était complètement suspendu. C'était un réseau largement utilisé par la mouvance conservatrice aux États-Unis. Et voilà. Là, on peut juste dire que c'est une certaine forme d'alliance des GAFAM entre eux pour mettre au pilori Parler. Oui, sans doute, même si certains se détestent, je crois. Je crois qu'entre Apple et Facebook... il a été supprimé, complètement fermé ? Complètement fermé, ou retiré de l'Apple Store d'Apple ? Ah, le réseau social Parler faudrait peut-être vérifier. Que tu me dis là que ça a été supprimé d'Amazon. Moi, dans ce que j'ai lu, ça a été supprimé. Oui, le réseau social n'est plus accessible, en tout cas. Alors, on pourrait peut-être jouer sur les mots, mais il n'est plus accessible. Donc, tous ceux qui l'utilisaient, c'est mort, là, en tout cas, en ce moment. J'ai bien fait de venir, j'apprends des choses. Oui, parce qu'il était même question de Amazon, qui avait effectivement empêché aussi l'accès à tous ces réseaux conservateurs. Voilà. Donc, effectivement, la durée, je ne sais pas. Là. Ok, en termes de faits et de contexte, on est aussi dans un contexte qui est au-delà de ce sujet. Ils sont sous la menace de loi antitrust. Donc, c'est ce que j'ai mis un peu dans l'introduction tout à l'heure. C'est vraiment, les GAFAM sont aussi sous pression. Et puis là, j'aimerais rajouter en termes de faits et contexte que même si parfois on peut avoir l'impression qu'ils censurent, notamment avec du poids de mesure, c'est aussi à la demande des gouvernements, notamment en Europe.
je veux dire, ils n'ont de cesse, les gouvernements en Europe, notamment avec la loi Avia, la loi qui vise à traquer la haine sur Internet, la loi Avia du nom de je crois que c'est une députée. Voilà, donc il y a aussi une demande des institutions publiques envers les GAFAM, de dire les gars, faites un peu le ménage, on a besoin de vous aussi pour faire attention. Donc je pense que il y a peut-être une volonté stratégique, ou il y a une volonté peut-être derrière, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur qui sont ces grands patrons quand même des GAFAM et de leur idéologie sous-jacente, mais ils répondent aussi aux pressions extérieures à eux pour dire faites le ménage les gars, quoi. Enfin, pression extérieure, mais en même temps, est-ce qu'on peut accepter que parce qu'on est éditeur, on puisse dire n'importe quoi? C'est toute la question de la liberté. Jusqu'où va la liberté? Hébergeur, pardon, j'ai dit éditeur. Non, hébergeur, c'est la fameuse fracture. Est-ce qu'on peut tout accepter? Et en particulier, c'est tous les débats qu'il y a eu il y a quelques mois sur le développement phénoménal des fake news, sur le développement de toute information fausse qui permet le développement du complotisme, etc. Je comprends que le pouvoir politique se dise à un moment donné, il est nécessaire de réguler parce qu'il en va de l'avenir de notre démocratie. Quand j'ai dit ils ont des pressions, c'était vraiment factuel. C'est juste pour dire que c'est pas juste leur volonté, eux, c'est qu'ils obéissent aussi à des injonctions qui sont extérieures à eux et du coup qui peuvent paraître pour de la censure. On est prêt pour la confession peut-être, David allez, c'est le bon moment, je pense. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Alors je dois bien le reconnaître, j'ai du mal à avoir une position très tranchée sur le sujet d'aujourd'hui. À chaque fois, je me dis « Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. » Je pense que je vis en moi, comme sans doute d'autres, le dilemme entre d'un côté défendre la liberté d'expression et le partage du savoir, et de l'autre côté considérer certaines idées comme nocives pour la société, au point qu'il faille empêcher de les exprimer. On sait bien qu'en France et d'autres pays européens, durement marqués par les méfaits du nazisme et de l'antisémitisme, on considère qu'il y a un danger mortel à laisser ces idées se propager sans limite. Aux États-Unis, le premier amendement érige à un point très élevé la liberté d'expression. Et pourtant, on a vu que beaucoup d'Américains se sont inquiétés de la diffusion d'idées suprémacistes, racistes, anti-science, par leur président même, Donald Trump, et par une foule de plus en plus nombreuse de personnes qui, d'une certaine façon, menacent la démocratie américaine. Et l'épisode du Capitole a bien montré ce danger. Et je pense que c'est devant ce danger que certaines plateformes telles que Twitter décident de ne pas rester neutres. Est-ce qu'il faudrait rester neutre en tant que fournisseur de services? Est-ce qu'un buraliste a le droit de décider de ne pas vendre certaines revues? Est-ce qu'un supermarché a le droit de ne pas mettre certains articles en rayon? Est-ce que l'on peut affirmer un droit éditorial en tant que fournisseur de services, par contre, et en même temps avoir une position monopolistique sur Internet? J'ai toujours considéré que nous étions chacun un petit média sur notre page Facebook, ou autre, avec une responsabilité éditoriale. Non seulement pour ce que nous disons nous-mêmes, mais aussi pour ce que nous laissons dire dans nos commentaires. Quand on rentre chez quelqu'un, on respecte ses règles ou on s'en va. Si je demande à ôter les chaussures ou à ne pas fumer, c'est à prendre ou à laisser. Écrire un commentaire demande de respecter des règles de communication non violentes, non haineuses, demande de débattre des idées et pas d'attaquer des personnes, demande de donner les sources des informations que l'on affirme. Et je trouve qu'il y a un gigantesque travail pour cultiver la communication non violente. Je pense que ce travail ne peut pas se faire sans un exercice de modération, voire d'exclusion de ceux qui s'en fichent complètement. Parce que le risque, sans modération, c'est que ces réseaux se vident des artisans de paix et deviennent des repères d'aigris, un gigantesque café du commerce beuglant et attisant une haine mauvaise. Beuglant, j'avais les vaches là dans la tête. Ok, quelques rapides commentaires avant qu'on passe à la question à ne pas poser, qu'on va néanmoins poser, et c'est Anita qui s'en chargera. Moi, j'en ai un tout de suite. Je suis un peu dubitatif sur le côté. Il y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, au sens les méchants suprémacistes, racistes, anti-démocrates. Je me pose la question dans quelle mesure il y a aussi des manipulations de l'autre côté. Et qui c'est qui décide qu'à un moment donné, c'est un danger? Telle expression d'opinion
ou dans sa forme est un danger pour la démocratie. Je ne suis pas du tout convaincu, par exemple, que l'équipe alors aux États-Unis, Joe Biden, soit beaucoup plus rassurante, en tout cas à titre personnel, même si, bien sûr, c'est beaucoup plus soft et beaucoup plus bien rangé, bien sûr, propre sur soi. Donc, je ne suis pas du tout, moi, aussi tranché sur cet aspect-là. Ça pose la question de, effectivement, quand est-ce qu'on décide qu'on a une responsabilité et qu'on doit ôter quelque chose qui est dangereux pour la société. Vu les vocables en ce moment qui circulent pour dire ça c'est dangereux, ça c'est cool, je suis très inquiet, mais on verra peut-être dans une perspective un peu plus spirituelle. D'autres commentaires? Moi j'ai envie de poursuivre beaucoup, à travers ce que tu dis, mais surtout ce qu'a dit David. Oui, c'est mieux, c'est lui l'auteur. Non, ce que tu dis, ça pose pour moi la question, et j'entendais ça dans le papier de David, c'est la question de la démocratie. C'est comment nous faisons vivre demain la démocratie dans un univers totalement nouveau. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que les bases législatives dans lesquelles se retrouvent aujourd'hui les GAFAM datent pour certains de 1934, réactualisées en 1996, donc à des moments où il n'y avait aucun rapport d'existence des réseaux sociaux. Et on voit bien que là, tout est à réinventer. Parce que derrière, c'est quand même de se dire, au nom de la liberté, et c'est ça qui me gêne, Philippe, dans ce que tu dis, au nom de la liberté, est-ce qu'on peut tout permettre ? Est-ce qu'on peut tout permettre ? Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a nécessité pour une démocratie, mais pour une société, de réguler certaines choses. David, tu disais, si chez moi, je demande à ce qu'on ne fume pas ou qu'on enlève chez Saussure pour rentrer, si la personne n'accepte pas, elle ne rentre pas. Je me dis c'est quelque chose de fort, parce que en termes de référence de démocratie, comment nous allons faire chemin ensemble à partir de là ? Et tu mettais en même temps derrière qu'il y avait la nécessité d'avancer vers la résolution non violente des conflits. C'est-à-dire de voir comment, dans un dialogue, on va pouvoir permettre de vivre ensemble, et peut-être de vivre ensemble dans mon appartement. Voilà, ça c'est pour moi des questions assez essentielles et qui, c'est le dernier point, je suis un petit peu long mais je m'en excuse, mais je m'emporte un peu, c'est aussi toute la question de l'éducation. Et c'était sous-jacent à ce que tu disais, David. C'est que derrière... n'oublions pas aussi qu'on est derrière son ordinateur, que toute personne, tout individu est en capacité de s'exprimer, mais aussi de recevoir, là où il en est, ce qui lui est transmis, sans aucune régulation, sans bien souvent aucune personne capable de dire « fais attention ». Et il me semble qu'il est capital, en particulier pour les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, de pouvoir avoir un apprentissage, une éducation sur et le fonctionnement et la réalité de ce fonctionnement dit libre d'expression. Nous sommes un média, comme disait David, donc tu serais plutôt favorable, alors peut-être pas en utilisant le mot de censure, mais est-ce qu'il y a de la régulation comme c'est le cas aujourd'hui ? Moi je crois qu'une régulation est indispensable, mais je crois que ce qui est capital, c'est le poids de sociétés économiques, c'est-à-dire le poids financier, c'est-à-dire David le monopole, mais derrière aussi la toute-puissance qui permet de pouvoir poser les bases des choix politiques d'une société, c'est-à-dire d'orienter, on le verra par rapport à ceux qui sont responsables. Derrière, c'est quoi ? C'est une idéologie du transhumanisme. C'est une vision de l'homme et de la société qui, derrière, est mise en avant. Et ça, je crois qu'il faut y être très vigilant. Ouais. Ok, alors, Anita, Thierry, ensuite. En fait, je rejoins ta première approche qui est de dire, je me suis demandé ce que je devais penser. Est-ce que c'est bien de réguler une parole qui pouvait inciter à la violence ou est-ce qu'effectivement, on est sur un acte de censure ? J'ai eu effectivement cette même réaction. Mais en remontant juste d'un cran, je me dis, mais nous ne sommes que sur... de l'opportunisme économique, c'est tout. Puisque nous savons que du côté des réseaux sociaux, il peut y avoir 2 poids 2 mesures, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, en fonction des pays et des personnes, et en fonction du moment. Twitter, entre guillemets, s'est servi de Trump, ou Trump s'est servi de Twitter, c'est les deux dans les deux sens. Au moment où ça devient peut-être un peu moins opportun, on arrête. Donc, pour moi, c'est au-delà, là où on aurait pu parler dans un premier temps d'une éthique de la responsabilité, parce que c'est la question de l'éthique aussi qui est posée. Ce que je fais dans le monde, quel impact a-t-il sur les gens ? Mais en même temps, pour moi, il n'y a pas d'éthique dans ces questions-là, il n'y a qu'une question économique. Ce qui veut dire que si Trump avait gagné les élections, la position de Twitter aurait radicalement changé ?
Oh, je pense. Ok, opinion. Thierry, et ensuite on va passer à la question de ne pas poser, je pense. Ouais, moi, je partage globalement ce côté, je ne sais pas trop où me mettre, effectivement. On parle de liberté d'expression, mais je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Marc aussi. Pour moi, il y a une nécessité donc on appelle ça de la modération, à modérer ce qui est dit aussi. Et je m'interroge effectivement sur ce côté Thierry. aussi timing, qui est, je trouve, très intéressant aussi. Mais ce qui, me pose encore plus question, ou ce qui fait que ce sujet, que ce débat est complexe, mais qui est très intéressant, c'est que les patrons eux-mêmes, alors on verra ce qu'il y a derrière, etc., les patrons eux-mêmes, les leaders politiques eux-mêmes, en fait, avouent, à demi-mot pour certains, qui sont aussi dans cette ambiguïté et qui sont dépassés aussi. Pourquoi ? Parce que cet arsenal législatif, on parlait d'une loi de 1934, j'en ai vu une de 1996, c'est un peu plus récent, mais ça fait quand même une bonne vingtaine d'années. Et je rajouterais aussi une pression interne. J'ai l'impression que c'est en train de monter aux États-Unis. Je parle des salariés des GAFAM. Une pression interne qui me semble monter, d'après les articles que je lis, sur les salariés eux-mêmes qui disent nous, salariés de l'entreprise, on ne veut pas que vous passiez tel contrat, on ne veut pas que vous hébergiez telle personne. Par exemple, Google, je crois, il y a une grosse pression interne pour qu'ils refusent de faire un contrat d'armement avec le gouvernement américain. Donc j'ai l'impression qu'il y a c'est très américain. Donc il y a aussi une pression interne à influencer. Donc je pense qu'ils sont vraiment sous pression. David, par rapport à ce qui a été dit suite à ta confession, et on passe la parole à Anita. Alors, en fait, sur la question de qu'est-ce que c'est chez moi, en fait, le chez moi, en tant que profit, où je propose un service qui est de manger des cacahuètes et une bonne bière chez moi, en fait, effectivement, c'est pas l'espace public. Alcool à consommer avec modération, bien évidemment. Oh, Anita Bon, sachez que quand on enlèvera les masques, ça va être difficile d'être très modéré. Ah oui, ça c'est vrai, j'ai déjà pensé à ça. Alors, oui, il y a l'espace public. Et dans l'espace public, d'ailleurs, on est quand même soumis, même ici, la liberté d'expression est, on va dire, totale, et où normalement on peut faire ce qu'on veut. Il y a quand même le respect de l'ordre public, la menace de l'ordre public, c'est-à-dire, voilà, si on fait des choses qui provoquent des troubles, qui provoquent des prises de colère, eh ben, on le régule. Et en fait, Twitter, Google, Facebook et tout ça sont finalement des services, ce sont des lieux presque privés, enfin voilà, dans lesquels ils invitent des gens à venir, dans lesquels il y a du commerce qui se fait. Place du village, d'après l'expression de Mark Zuckerberg. Place du village. Oui, c'est la place publique. Oui, mais alors place du village, ça c'était parce qu'il essayait de se positionner comme hébergeur, alors qu'à un moment donné, il était comme éditeur. Absolument. C'était une expression qu'il a utilisée quand il était auditionné par le Sénat américain. C'est ça. Mais en même temps, il est pas, lui non plus, il ne sait pas ce qu'il veut être. Non. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'Internet. C'est pas l'espace public Facebook ou Twitter. C'est pas Internet. Internet, lui, il y a eu la neutralité du truc, c'est-à-dire que tous ceux qui mettent les tuyaux dans les câbles Orange, SFR et tout ça, eux sont astreints à une neutralité. Ils ne doivent pas filtrer ce qui se passe. C'est pas à eux de dire ça c'est dangereux, c'est pas dangereux. Par contre, un fournisseur de services, genre Facebook ou Google, eux, ils peuvent avoir une responsabilité un peu différente parce que déjà, c'est un peu chez eux. Ils signent des contrats. Enfin, d'une certaine façon, il y a un contrat avec les conditions d'utilisation. Tout à fait. Et même s'ils ne risquent aucune poursuite pénale, ils risquent quand même ce que j'ai dit, c'est-à-dire la désertion d'une partie du public parce que ça devient une ambiance pourrie. Et moi, ça m'a quand même plusieurs fois chatouillé sur Facebook. Et l'autre chose, c'est que ils ont je pense qu'ils ont vraiment senti qu'il y avait une menace pour la démocratie américaine. On n'est pas en train de faire de la théorie philosophique sur ça. Il y a eu des gens qui étaient appelés à empêcher le processus d'élection. Il y a eu des centaines de personnes qui sont rentrées dans le Capitole. Ça a repoussé au lendemain. Il y a eu 5 morts. Voilà, c'est pas simplement des entreprises qui regardent leur business. C'est sûr qu'une Amérique qui s'effondre, c'est pas bon pour le business. Mais enfin bon, je veux dire, c'est des citoyens quand même, tous ces gens-là. Et ils n'ont pas envie, ils ont vraiment vu une menace. Et je veux dire, on pourrait dire que s'ils n'avaient rien fait, ça serait un peu un esprit munichois, comme dire les menaces de mensonges sur les Juifs, d'incitation à la haine, ça a provoqué par le passé des cataclysmes mondiaux. Et plein de gens ont regretté peut-être de ne pas avoir réagi plus tôt. Alors le parallèle est quand même un peu grand, je suis d'accord, entre le nazisme et ce qui s'est produit là, mais quand même, il n'est pas si loin que ça. C'est-à-dire la manipulation d'opinion pour attiser une haine qui va ensuite dépasser tout le monde. La question à ne pas poser. Éclairage.
la question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! J'avais 2 questions, il y en a une que je choisis qui est vraiment celle à ne pas poser. Les GAFAM, d'une façon générale, notamment à travers les réseaux sociaux, sont-ils en fait les prémices d'un gouvernement mondial? Pourquoi je pose cette question? Oula. Nous avons Même moi, j'aurais pas osé. intervention, tu as dit que c'est la question à ne pas poser. C'est bien, Voilà. c'est bien. Donc, nous avons eu une intervention de réseaux sociaux par rapport à une élection présidentielle, par rapport à un homme d'État, autorité. 2, ils ont la logistique, les circuits d'information, la fourniture de biens de consommation. 3, il y a une philosophie, le transhumanisme pour certains d'entre eux. Donc, n'avons-nous pas là des éléments d'un peut-être éventuel gouvernement mondial? Ok, alors on rappelle un peu les règles du jeu après la question de poser. Une réaction rapide pour l'instant des uns et des autres. Voilà. Avec aux États-Unis un vrai potentiel pour influencer les élections, puisqu'ils ont des centaines de millions de dollars, milliards de dollars même, à investir. Et qu'ils ont d'ailleurs investi, je crois, 200 millions de dollars en Californie pour les démocrates, contre 20 millions pour les républicains. Ouais. Oui, la question que David, tu poses, Marc, Anita, maintenant. c'est une question essentielle parce que c'est le rapport du financier, du poids de l'économie, finalement de ceux qui dominent le monde aujourd'hui, et le champ du politique porté par un gouvernement. Et c'est de se dire, je ne suis pas sûr que les responsables des GAFAM souhaitent gouverner en tant que tel. Ils savent bien les difficultés du gouvernement. Par contre, ils souhaitent terriblement influencer et finalement imposer leur vision du monde aux gouvernants. Et moi, ma réaction, c'est que là où je te rejoins dans la question à ne pas poser, c'est qu'au-delà d'une éventuelle intention effectivement des dirigeants, dans laquelle je ne crois pas trop, par contre je pense qu'ils ont beaucoup d'idéologie derrière, c'est qu'il y a une pression pour qu'il y ait une gouvernance mondiale d'Internet. En ce moment, il y a aussi, pour des raisons sanitaires, il y a quand même, à part quelques exceptions, mais il y a des pressions pour qu'il y ait une espèce d'homogénéisation. Donc je pense qu'il y a des pressions pour une homogénéisation mondiale des règles d'usage d'Internet. Donc on ne serait pas loin, à un moment donné, qu'il y ait un pouvoir central mondial, effectivement, pour les bonnes causes, encore une fois, c'est-à-dire bien réguler les problèmes. Voilà. Thierry, tu sembles... Non, c'est vrai que suite aussi aux anciennes élections américaines, c'est là aussi on s'est posé la question de ces fameux algorithmes, etc. Quel rôle ils avaient pu jouer dans une éventuelle élection, etc. Ça, c'est sûr que nier qu'il n'y a pas... Alors, effectivement, je vous rejoins, il n'y a pas forcément une volonté d'emprise totale, mais enfin, s'il n'y avait pas des idées derrière assumées ou moyennement assumées, ça ne se passerait pas comme ça. Et pour moi, je rejoins aussi dans le sens où, encore une fois, ça peut paraître très bête, mais c'est effectivement une question éminemment mondiale. Et quand on parle de ça, tout le monde sait ce que c'est, en fait. On n'est pas dans un petit sujet où des personnes qui ne vont jamais être concernées. Parce que, ça a bien été dit avant, tous ces services qu'on entend par GAFAM ou géants du web, en fait, on est tous concernés dans notre quotidien. Même si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est concerné par ça, en fait. Ouais. Donc, c'est très global et c'est pour le moins... Donc, du coup, ça militerait en faveur de la question à pas poser. Alors, tu as fait mention là, des précédentes élections en 2016 de Trump, qui finalement, effectivement, a été pas mal influencé par les réseaux sociaux et qui a pas mal influencé les réseaux sociaux. On sait qu'il y a eu tout le scandale de Cambridge Analytics, où des vols de données sur Facebook, qui sécurisaient très mal ces données à une époque, avaient permis de faire du profilage, et que ce Cambridge Analytica avait aussi vendu ces données pour les Anglais qui faisaient le Brexit. C'est-à-dire que l'élection de Trump et le Brexit ont pas mal puiser sur les capacités de manipulation de l'opinion de Cambridge Analytica. Et donc là, je pense que les réseaux sociaux ont été très avertis en se disant « Attends, on est en train de se faire entuber ». C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de nous pour manipuler. Donc ils se sont dit « Attends, on va faire… » Et en plus, ça allait dans un sens qui était certainement opposé à leur vue philosophique et politique, puisqu'ils sont plutôt démocrates, quoi. Donc je pense que là, ils se sont dit « Il faut qu'on réagisse et qu'on sache ne pas se faire voler et manipuler n'importe comment ». Ok, Marc. À travers ce que dit David, je voudrais faire un rapport entre cette notion de place du village moderne, où ce serait le lieu d'expression libre et démocratique. Je trouve que c'est intéressant. Quand on est dans une place du village, on est ensemble. La réalité des GAFAM, c'est que quand on reçoit un message, de quelque nature que ce soit,
on est tout seul devant son appareil, son ordinateur ou son smartphone. Je trouve que le rapport est tout à fait différent. Et dans ce que dit David aussi, il me semble que la réalité derrière, c'est... on parlait de régulation, mais c'est de se dire jusqu'où parce que quand on parle des élections, les dernières élections de l'élection de Trump, mais c'est aussi l'expression de l'extrême droite. Quand on n'a pas de possibilité d'expression au cœur des grands médias dits officiels, et ça a été le champ de Trump, je me sers des réseaux sociaux pour faire passer mes idées et j'accélère avec le processus des algorithmes, etc., cette expression-là, ce qui a permis finalement l'émergence de Trump et ce que l'extrême droite, ne serait-ce qu'en France, espère aussi. C'est-à-dire que vous ne me donnez pas la possibilité de m'exprimer dans les médias dits officiels, etc., eh bien je passe parce qu'est aujourd'hui le centre d'une expression différente, celle des réseaux sociaux. Jésus revient, c'est parti, et toujours sans générique, puisque ma souris est bloquée. Voilà, alors Jésus revient, donc dernière partie de l'émission avant qu'on termine avec les synthèses chrono. Donc on peut peut-être enchaîner sur cet aspect de gouvernance mondiale, etc. Moi, en tant que chrétien, ce qui m'interpelle derrière le terme de censure, derrière l'éventuel 2 poids 2 mesures, les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de nouvelle morale ? Alors bien intentionnée, bien sûr, puisque personne n'est pour la haine en ligne, personne n'est pour la discrimination potentiellement. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de nouvelle morale, comme si l'être humain essayait de se sauver par lui-même, de se démontrer qu'on devient de plus en plus mature, de plus en plus sage ? J'ai le sentiment presque qu'on essaye de se montrer qu'on a une nouvelle virginité. Voilà, l'être humain de demain, il est plus mieux que celui d'avant. La preuve, on sévit, on censure. Voilà, donc je me pose vraiment la question en tant que chrétien si j'ai pas une nouvelle morale, et je suis pas tout à fait certain d'être super OK avec tous les composantes de cette nouvelle morale. Donc du coup, qui serait censurée. Voilà. Anita, ça te parle apparemment ? Au-delà, oui, en prolongation, double réaction à l'idée Jésus revient. Déjà, s'il revenait, ça serait vachement bien parce que enfin, on serait de nouveau en paix et bien. Bon, mais son esprit est là. Son esprit est là, merci. Adieu. Voilà, mais son royaume, pour l'instant, n'est pas de ce monde. Voilà. C'est ça ? Tu reviens là-dessus. Ah, c'est vrai. Ça sera au moment où je l'ai dit. Voilà. Je pense qu'il faut en faire un sujet. Voir la dernière émission. Voilà. Merci. Moi, j'ai 2 réactions par rapport à ce sujet. Ça m'a renvoyé à une ancienne image de la tour de Babel. La tour de Babel, dans la Bible, c'est un groupe de personnes, des puissants du moment, des habitants du moment, qui disent « Nous sommes tellement forts économiquement, nous avons la capacité de construire, nous allons édifier une tour qui va monter jusqu'au ciel. » Et c'était une manière de pouvoir dire « Nous allons prendre la place de Dieu. » Bon. Et aujourd'hui, je me demande si tout ce qui est GAFAM, quelque part, c'est pas une forme de tour de Babel qui s'érige en disant « Nous avons la puissance. » Donc, c'est nous qui décidons, et ça rejoint ton propos, de la morale. Donc, ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Et la deuxième réaction rejoint un peu à ce que tu as dit, David, tout à l'heure, qui parle de la responsabilité que nous avons en tant qu'individus, citoyens, et encore plus en tant que chrétiens. Qu'est-ce que j'écris sur ma page ou que je n'écris pas ? Qu'est-ce que j'achète ? Par qui j'achète ? Donc, c'est bien l'éthique de ma vie aussi, et de chacun de mes choix quotidiens, qui peut peut-être faire la différence. Ok, sur cet aspect plus spirituel, David, Thierry, une fois, 2 fois, David. Cette notion de bien et de mal qui te gênait un petit peu tout à l'heure. Je parlais de nouvelle morale. Qui est-ce qui décide ce qui est bien ou ce qui est mal ? D'accord, mais enfin bon, c'est quand même une caractéristique aussi de la religion et du christianisme de faire quand même un petit peu des distinctions entre ce qui est bien et ce qui est mal, et souvent sur des petits détails en fait. C'est-à-dire ce que je fais aux plus petits, aux plus faibles en général, ce que je fais aux minorités, la façon dont je m'exprime, est-ce que c'est une façon hargneuse ou se mettre en colère, est-ce que c'est de la médisance, pour moi, je ne sais pas s'il y a besoin de faire de la grande morale pour quand même sentir quand il y a une intention qui n'est pas une intention d'élévation, mais une intention quand même d'exprimer un peu, de laisser parler les choses un petit peu les plus basses de sa propre personne. Et on pourrait chercher des références à ça dans l'Évangile qui font écho à ça. Mais il y a quand même cette notion que déjà on voit tout le monde, tous les autres comme dignes
d'être aimé par Dieu et donc d'être aimé par moi, et aussi de... Oui, il y a des dangers pour moi, et dans le sens où les catastrophes peuvent arriver si on laisse le mal s'installer. Alors, on peut faire tout le manichéisme qui est possible à partir de cette phrase, et ça peut être très dommage, mais d'une certaine façon, je crois, oui, qu'on voit quand il y a des choses qui sont mauvaises et des choses qui ne sont pas bonnes, et des choses qui sont bonnes. Ça s'entend, ça se lit, ça se détecte. Après, bien sûr, il y a des franges sur savoir est-ce qu'il est bien de faire ceci ou bien faire cela. Mais il y a quand même des attitudes que l'on voit, particulièrement sur les réseaux sociaux, où on sent qu'il y a quelque chose de bon qui est dans cette intention et des choses qui sont mauvaises. Okay. Mais je pense qu'il faut arriver à les dire et ne pas être dans un relativisme complet qui dit oui, tout le monde peut parler, tout ça, alors qu'on voit très bien qu'il y a des gens qui se comportent comme des malotrus, des gens qui essayent tout le temps d'être des artisans de paix. Et je pense qu'il faut le dire et le relever. Ok. Thierry ? Oui, moi je rejoins ce côté-là aussi, qui est de dire quelle est ma place dans cette société, et aussi effectivement quelles valeurs sont propres à ma spiritualité, à ce que je crois. On parlait aussi dans une autre émission de justice sociale, de qu'est-ce que je fais envers les minorités, envers les plus petits, etc. etc. Et c'est juste pour moi une question effectivement de vivre dans la société. Et tous ces GAFAM, et voilà, ils font partie de la société, et c'est quelque chose qui est là. Et donc pour moi, ça pose la question, comment est-ce que je vis avec ça, effectivement, comment est-ce que je consomme, etc. Mais je mets vraiment en premier lieu vraiment ce côté de dire, effectivement, il y a des choses qui ne me trompent pas, et il y a des choses qui, pour moi, me paraissent évidentes, et que en tant que chrétien aussi, qu'en tant que croyant, j'ai du mal à accepter, alors que ce soit du côté GAFAM, que ce soit du côté Donald Trump d'ailleurs aussi, c'est ça aussi tout l'enjeu de la question. Oui, Marc, alors il nous reste 5 minutes en tout. Oui, très rapidement, néanmoins 3 petits points comme d'habitude. Premier, le rapport à la vérité. Je crois que l'invitation qui nous est faite par l'Évangile et par celui que nous appelons Jésus, c'est ce rapport à la vérité, de chercher la vérité. Et je crois que c'est la réalité humaine, et donc bien sûr la réalité des réseaux sociaux s'inscrit là-dedans. Comment on va plus rechercher la vérité que la non-vérité, le mensonge. Deuxième chose, c'est si je suis seul, je suis mort. Mon humanité m'appelle le lien. Et c'est comment je suis accompagné dans justement cette quête de vérité. Et le troisième point, parce que c'est pour moi une réelle inquiétude, c'est une idéologie qui me semble dominante, au moins chez les responsables des GAFAM, c'est de dire l'homme est capable de tout, on n'a pas besoin de Dieu, et remettons même en question Dieu. Or, je crois que profondément, notre humanité, c'est une recherche de forme d'humilité et de rendre grâce qu'il y ait dans le don un Père qui nous aime. Alors du coup, ça fait peut-être écho au mot transhumanisme, puisque effectivement, la société mère, par exemple, de Google, qui s'appelle Alphabet, Alphabet en anglais, investit beaucoup dans des projets avant-gardistes. Et moi, en tant que chrétien, j'y vois une tendance de l'être humain, effectivement, à être sans Dieu, ce qui me semble tout à fait naturel pour quelqu'un qui n'a pas la foi, que l'être humain essaie de s'élever et de croire en un avenir meilleur et dans lequel il se sauve lui-même. Donc je partage bien ce côté-là. Et c'est un côté qui m'inquiète, effectivement, sur l'arrière-plan idéologique donc, de beaucoup des patrons des GAFAM. David, c'est bon. C'est amusant parce que hier soir, je regardais le film Captain America Civil War, qui raconte, pour ceux qui ne connaissent pas les rares, l'histoire des super-héros américains, qui sauvent le monde et qui sont des sauveurs privés finalement du monde, et qui à un moment donné, on leur a enjoint de se soumettre en fait à l'ONU pour faire ça et de ne pas prendre des initiatives personnelles. Et je pense que c'est pas mal inspiré aussi de certains gens, personnes comme Elon Musk et tout ça, qui sont des personnes qui sont très intelligentes. Pas trop de Tesla. Qui sont très intelligentes, qui ont des valeurs morales assez importantes. Ce ne sont pas qui ont des valeurs familiales et tout ça, et qui ont des moyens gigantesques à leur disposition, et qui rassemblent les esprits les plus brillants pour faire des innovations. Et effectivement, je pense qu'ils se sentent un petit peu comme des super-héros. Ouais, tout à fait. Des super-héros pour réguler le monde, pas forcément pour le diriger, mais pour apporter quelque chose à l'édifice. Vraiment,
voilà, faire se hisser l'humanité. Et d'un autre côté, on entend des choses assez incroyables quand même dans la mouvance QAnon. Là, c'est quand même quasiment du messianisme ou du millénarisme par rapport à Trump, qui disait certains, enfin, dans la mouvance ultra-évangélique américaine, là, c'était vraiment, c'est lui qui a été désigné par Dieu pour mettre à bas les complots franco-maçonniques ou je sais pas quoi, enfin satano-pédophiles. Mais non, mais attends, tu vas sur leur forum, tu l'entends tout le temps, hein, c'est pas de l'imagination. Et donc voilà, il y a comme ça une sorte de faux prophète qui est érigé de façon assez incroyable. Je pense qu'on peut être aussi averti contre ça, et en tout cas, je trouve que beaucoup de chrétiens évangéliques devraient quand même un petit peu être avertis de ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train certainement de désigner un faux prophète. Ouais, en tout cas, ce que je constate, c'est que dans les prises de parole, alors dans mon église et également sur les chaînes YouTube des différentes églises que je suis régulièrement, c'est que je trouve que les prises de parole sur la chair, hein, entre guillemets, sont de plus en plus conscientes d'éduquer, entre guillemets, ou d'alerter notamment les chrétiens sur la manière dont ils se font une opinion, effectivement, avec les extrêmes potentiels, et de ne pas crier au loup trop vite, et de veiller effectivement à leur comportement concret au quotidien. Donc j'ai le sentiment que les enjeux sociétaux actuels sont de plus en plus présents dans les prédications ou dans les prêches, en tout cas dans les milieux protestants évangéliques que je côtoie physiquement ou en distanciel. Voilà. J'ai juste pensé, c'est que effectivement, on sent bien, et je pense que cette sorte de modération comme ça spontanée qui se fait un peu partout, se fait quand même quand on commence à percevoir le danger qu'à un moment donné, un radicalisme va pouvoir peut-être emporter une démocratie qui est effectivement, comme le disait Marc, pas forcément équipée pour tenir face à une diffusion d'informations aussi rapide, fausses informations ou fausses informations. Et ça fait un peu référence à ce qu'on discutait la semaine dernière, la dernière émission, sur le radicalisme islamique. C'est une opinion comme une autre, mais à un moment donné, quand ça commence à créer des morts, quand ça commence à influencer d'une façon incontrôlable toute une communauté, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, on sent le danger. À partir du moment où on sent le danger, on réagit. Et là, la liberté d'expression devient un peu secondaire par rapport au danger immédiat qui est que, effectivement, la démocratie peut être mise à mal. Ok, dernière remarque, parce qu'il nous reste 30 secondes, on va clôturer l'émission d'ailleurs avec on ça. n'a pas de... Oui, non, on n'a pas de... Voilà. Non, on n'a pas, bon. Non, aujourd'hui, on innove. Non, voilà. Je crois que vraiment l'enjeu de tout ce que l'on a dit, c'est comment dans l'évolution et avec ce rapport avec des puissances économiques très difficilement contrôlables, comment nous construisons notre démocratie et comment ça nous renvoie à notre rapport de citoyen, comment nous prenons notre responsabilité citoyenne pour construire dans le contexte, on ne reviendra pas sur ce contexte, dans le contexte actuel, la démocratie de demain. Eh bien, Anita ? Oui, je voulais rajouter, je pense qu'on est sur un exemple type d'un monde, d'une humanité qui cherche à se réguler elle-même et qui donc ne sait pas trop sur quel poids s'appuyer entre l'éthique, la morale, l'économie, parce que tout cela sont véritablement à prendre en compte. Et je pense que c'est les reflets également d'une humanité qui justement ne cherche plus à se tourner vers Dieu pour avoir une référence quant à sa manière d'agir sur Terre. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, puisque le timing nous consomme peu à peu. Voilà, eh ben, on donne rendez-vous à notre audience pour le prochain sujet. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, l'audience.